webinaire organisé par le réseau des pionniers des Alliances en territoire. Nous sommes aujourd'hui près de 150 à nous être connectés et avec une variété de territoires, une variété de profils d'acteurs provenant des collectivités territoriales, des services de l'État, des associations, entreprises, fondations, acteurs de la recherche. Donc, ce moment s'annonce passionnant et peut-être de rappeler qu'il se conduit dans un contexte bien particulier. Lorsque nous avions programmé ce webinaire, nous n'avions pas finalement prévu ni la crise du coronavirus qui montre à quel point finalement jouer collectif est plus que jamais essentiel aujourd'hui, et je crois que c'est un des grands enseignements de la crise, ni non plus qu'il y aurait une réaction aussi favorable et aussi positive du secrétaire d'État Gabriel Attal suite à la remise des 21 mesures pour accélérer les alliances stratégiques entre associations, entreprises et collectivités en France. Donc nous sommes dans un double contexte où à la fois à court terme pour sortir de la crise, cette co-construction est sans doute essentielle, et à plus long terme pour pouvoir réaliser les objectifs de développement durable à la décennie 2030. Eh bien, quelque part, cette logique de jouer collectif est essentielle. Alors, effectivement, si le thème est essentiel, peut-être de ramener et de revenir sur la question de qu'est-ce que cette plateforme d'innovation territoriale en action, et je vous rappelle qu'elle a été créée en 2018 en partenariat avec l'ANCT, la Caisse des dépôts, Banque des territoires, le groupe La Poste, et issu des travaux de recherche du Rameau. Et depuis 2020, nous avons remis l'ensemble de ces travaux après avoir durant un an cheminé avec plus de 300 territoires et une douzaine de webinaires communs pour remettre tous ces travaux au réseau des pionniers des alliances en territoire. Pourquoi ? Parce que finalement, il était légitime que les 350 catalyseurs territoriaux qui constituent ce réseau en soient finalement les animateurs au quotidien. Et puis, bien évidemment, nous avons gardé la bonne tradition des webinaires pour animer cette plateforme, puisque au-delà des outils pour s'informer, se former et agir, il est rien de mieux que des temps d'échange comme ceux d'aujourd'hui. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, que nous avons déjà eu l'occasion, le 2 mars dernier, d'échanger sur les fondements même de pourquoi cette ODD 17 en pratique sur les territoires, pourquoi finalement construire ensemble, s'allier, et pourquoi est-ce que le cœur de ce sujet se trouve sur les territoires. Et avec nos amis du comité 21, où nous avons reparlé des objectifs de développement durable, et avec Bilo Carré, catalyseur territorial en avance sur ces questions de l'ODD 17 en territoire, eh bien, nous avons posé les briques de pourquoi construire ensemble, pourquoi co-construire en territoire. Et cette deuxième étape essentielle était sur finalement quels sont les exemples. Est-ce qu'il faudrait débuter finalement cette dynamique de co-construction? Mais vous allez voir que nous en sommes finalement déjà très avancés, et que c'est parce que nous sommes déjà très avancés, parce que le collectif Impact à la française existe déjà, que nous pouvons accélérer. Sinon, quelque part, de vouloir accélérer alors que nous allons dans le mur, il y aurait un peu un paradoxe. Mais là, nous pouvons accélérer parce que ce collectif Impact existe déjà sur les territoires. Nous allons essayer de vous le démontrer, et bien évidemment, c'est ce que nous avons remis avec la députée Cathy Garon-Combouzon au secrétaire d'État Gabriel Attal le 7 mai. Nous franchirons une étape la fois prochaine, puisque le 16 juillet prochain, nous aurons notre prochain webinaire sur l'engagement territorial des organisations publiques et privées. Et entre-temps, vous auriez bien noté, pour ceux qui n'auraient pas encore inscrit dans leur agenda, que la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire aura lieu le 8 juillet prochain. Et donc, sera un moment fort où vous êtes tous invités. Ça sera aussi en numérique. Nous vous réservons de nombreuses surprises. Et quelque part, il y a bien cette continuité entre la vision finalement de cette ODD 17 en pratique, les exemples inspirants dont nous allons parler aujourd'hui, et la capacité d'agir ensemble que nous aurons à la fois et le 8 juillet à travers cette 6e rencontre, et bien évidemment que nous repartagerons ensemble à l'occasion du prochain webinaire le 16 juillet. Alors, pourquoi l'importance d'avoir ce temps sur les exemples inspirants? Pourquoi est-ce qu'il est aussi important finalement de regarder à travers l'exemple concret de l'action territoriale ce qui se passe?
Parce que, nous l'avons tous compris, nous sommes dans une crise systémique qui a été accentuée par le Covid-19, où tous les domaines sont impactés, tous les acteurs sont impactés, tous les territoires sont impactés, et donc, quelque part, ce qui était déjà annoncé dans le cadre commun des objectifs de développement durable posés en 2015 par l'ONU, eh bien, finalement, nous en avons la preuve tangible, visible, et j'allais presque dire, nous l'avons vécu ensemble. Donc, quelque part, cette crise actuelle est l'opportunité de revoir notre cadre de référence et d'action, c'est-à-dire pas simplement de penser, comme l'a posé les objectifs de développement durable en 2015, mais surtout d'action, comment nous allons agir et interagir à court et moyen terme. Et face à cela, eh bien, il y a deux éléments qui sont absolument essentiels, c'est de savoir, est-ce que nous avons déjà une preuve de concept des alliances? Est-ce que nous avons déjà la preuve qu'agir ensemble est efficace? Parce que, encore une fois, si on veut pouvoir, et l'actualité nous en donne encore un exemple flagrant, si nous voulons pouvoir avoir un traitement thérapeutique à grande échelle, encore faut-il que le traitement existe. Et donc, la première étape, c'est de dire, est-ce que nous avons une vision systémique de cette capacité à faire alliance, des enjeux à la pratique? Et là, on voit bien que les travaux qui ont été menés depuis 14 ans sur ces sujets-là permettent aujourd'hui d'avoir une démonstration du continuum qui existe, des objectifs de développement durable, jusqu'à la contribution respective des personnes, des organisations et des écosystèmes territoriaux. Donc aujourd'hui, nous avons une compréhension globale de ce sujet-là, partagée maintenant et largement partagée. Et encore une fois, le rapport ministériel en a été une démonstration. Mais quelque part, l'autre élément qu'il faut pouvoir savoir, c'est pas parce qu'on sait, c'est pas parce qu'on a une vision des choses qu'on sait passer à l'action. Et donc la question de la conduite du changement est absolument indispensable et prendre conscience de cette importance du jouet collectif est un élément déterminant. Or, si on regarde la roue des 7 forces du changement, la première, c'est d'avoir conscience de la nécessité. Aujourd'hui, qui pourrait dire qu'on n'a pas conscience de cette nécessité? Le deuxième, c'est d'avoir une vision partagée, et je pense encore une fois que la centaine de contributeurs qui ont permis d'aboutir au rapport qui a été remis au ministre le 7 mai peuvent témoigner qu'aujourd'hui nous avons une vision partagée, nous pouvons avoir une vision partagée de ce jouet collectif. Et la troisième étape dans la conduite du changement, c'est d'avoir des exemples inspirants. Parce que quelque part, la priorité collective, c'est d'apprendre à faire alliance à grande échelle. Parce que c'est pas parce qu'on a une preuve de concept, c'est pas parce que dans l'éprouvettes on sait faire, qu'on sait faire à grande échelle. Et pour commencer, eh bien, il est absolument indispensable d'avoir ces exemples inspirants. Or, nous allons vous le démontrer lors de ce webinaire. Pour ceux qui seraient encore à convaincre, nous allons confirmer et valoriser les convictions de chacun sur le fait que, à la fois par la diversité des alliances qui allient économie et intérêt général, nous ne sommes plus dans finalement une dissociation entre les deux. Nous sommes dans les deux faces de la même pièce. Il faut à la fois pouvoir agir en priorité sur l'intérêt général et pouvoir avoir la dimension économique, dont je rappelle que la notion d'économie, c'est l'équilibre de la maison. Donc, quelque part, pouvoir réduire les fragilités d'une part et en même temps créer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi ne sont pas deux éléments séparés, mais sont bien les deux faces de la même et unique pièce. Et cette logique-là a poussé les acteurs progressivement. Alors, c'est un peu petit sur ce schéma-là, mais vous pouvez le retrouver dans le kit au l'ODD 17 en pratique, de passer d'un contrat échange à un contrat alliance. Autrement dit, de passer de qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je te donne, à comment, côte à côte, on peut construire ensemble. Et vous allez le voir, il y a les exemples sont nombreux. Deuxième élément, deuxième phase de la même chose, c'est que c'est pas parce qu'il y a une bilatéralité de nombreux partenariats qui existent qu'il y a une capacité à mobiliser collectivement. Et cette mobilisation territoriale, ce qu'on a appelé la catalyse territoriale, on va revenir dessus, eh bien, vous allez voir, nous allons aussi pouvoir vous démontrer que quelque part, ces acteurs qui créent le lien en territoire, eh bien, ce ne sont plus une exception, mais c'est une diversité qui est derrière. Donc, quelque part aujourd'hui, pourquoi ces exemples inspirants? Parce que finalement, faire reconnaître le Collective Impact à la française comme étant déjà existant, c'est la première marche pour conduire le changement et pour un jouet collectif effectif.
Alors, pour pouvoir traiter de cela durant notre webinaire, eh bien, nous allons avoir quatre temps, trois grands temps et un petit temps de conclusion très important. D'abord, Élodie Julien du réseau des pionniers des alliances en territoire, le secrétaire général, nous réexpliquera finalement les différents modes de co-construction territoriale. Qu'est-ce qu'on peut observer concrètement sur le terrain? Qu'est-ce que la pratique du terrain nous enseigne? Deuxième point, nous aurons la chance d'accueillir David Jez, qui est le directeur de la stratégie de la nouvelle Agence nationale de la cohésion des territoires. Finalement, l'État au plus près des territoires, c'est toute la transformation qui est à travers cette nouvelle ANCT. Eh bien, finalement, quels en sont les enjeux, quels en sont les projets prioritaires pour se jouer en collectif territorial? Et puis ensuite, parce que la démonstration par la preuve passe par la territorialisation du sujet, nous allons prendre l'exemple des Hauts-de-France, au lieu historique de co-construction, ce que nous redira l'Observatoire des partenariats et surtout ce que nous traduira dans l'action à la fois la Fondation de Lille et le groupe Malakoff Humanis, tous deux des acteurs historiques qui peuvent témoigner de cette capacité de co-construire et surtout de l'évolution et du changement d'échelle de cette capacité de co-construire sur le territoire des Hauts-de-France. Et puis, en conclusion, nous pourrons prendre le temps de redire ce que vous pouvez trouver sur la plateforme d'innovation territoriale en action. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à Élodie Julien, la directrice scientifique, la secrétaire générale du réseau des pionniers des alliances en territoire, aussi par ailleurs directrice scientifique du rameau, mais c'est une autre fonction, pour pouvoir nous parler justement de qu'est-ce que le réseau des pionniers a pu constater concrètement sur le terrain. Élodie, la parole est à vous. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Juste pour, avant de venir sur mon témoignage, évidemment, le webinaire est interactif. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, ça se fait par le live chat. C'est en bas à droite de votre écran. Vous pouvez commencer à poser vos remarques ou vos questions. Alors, Charles Benoît parlait tout à l'heure de faire reconnaître le collectif Impact à la française. En fait, cette reconnaissance, elle est déjà en marche en France. D'abord, au niveau des institutions qui ont reconnu les alliances multi-acteurs dans le cadre des objectifs de développement durable, puisqu'ils disent que ces alliances, c'est une condition de réussite à la mise en œuvre des 16 objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda 2030. Deuxième reconnaissance, c'est celle des citoyens, puisqu'on les a questionnés dans le cadre de la sortie de crise du Covid au mois de mai, et ils sont 81% à nous dire que les alliances entre collectivités, entre associations et entre entreprises sont utiles, et 29% d'entre eux disent qu'elles sont incontournables. Donc on voit que et les institutions et les citoyens disent que finalement les alliances sont un nouveau mode d'action pour qu'on puisse relever les défis auxquels on est confronté. Alors, cette reconnaissance, Charbonneau en a un petit peu parlé déjà, mais elle passe aussi par le fait de montrer tout ce qui existe et de partir d'exemples inspirants qui ont déjà fait leurs preuves et qui peuvent donner à voir et donner envie aux autres. Et là, force est de constater, et vous le voyez, j'espère, dans cette cartographie, mais c'est de montrer que la diversité des modes de relation qui associent à la fois l'économie et l'intérêt général autour de 4 grandes catégories de partenariats. Le mécénat, où l'acteur économique soutient un projet d'intérêt général. À l'opposé, donc dans l'approche économique, les pratiques responsables, où c'est l'acteur économique qui bénéficie du savoir-faire de l'acteur d'intérêt général. Et au milieu, des partenariats de co-construction, où acteurs économiques et acteurs d'intérêt général sont partenaires pour construire le contenu du partenariat, qu'il soit à finalité économique, les deux en fait contribuant chacun à une œuvre commune, ou à finalité de R&D sociétale. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis un certain nombre d'années, on voit que dans chacune de ces catégories de partenariats, il y a des évolutions qui sont très structurantes et très intéressantes. Dans le mécénat, on voit un mécénat de plus en plus collectif et territorial. Au niveau des pratiques responsables, il y a de plus en plus de pratiques qui se diversifient. Et puis pour les deux autres catégories de partenariats, on voit que les modalités de co-construction entre les partenaires, elles sont de plus en plus poussées. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que cette reconnaissance du collectif Impact à la française, ça passe d'abord par le fait de savoir qu'il existe des pratiques, mais c'est aussi de reconnaître que ces pratiques ne sont pas uniformes, mais au contraire extrêmement diverses. Et c'est finalement cette diversité qui en fait toute leur richesse. Et donc, du coup, Malakoff, Médéric, et Malakoff Humanis, et la Fondation de Lille pourront évidemment illustrer toutes ces pratiques. Mais le fait de promouvoir les alliances et de vouloir qu'elles soient un mode d'action nouveau, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, comment on fait pour aller plus loin? Comment on fait pour accélérer les alliances? Alors, 3 conditions pour ça. La première, c'est l'impulsion institutionnelle.
Aujourd'hui, l'impulsion, elle existe en France. On a à la fois une impulsion politique, Charles Benoît en a parlé tout à l'heure, mais le gouvernement, via le secrétaire d'État Gabriel Attal, avait missionné la députée Cathy Racon-Bouzon et Charles Benoît, enfin le Rameau, sur une mission qui était comment on accélère les alliances entre les collectivités, les entreprises et les associations. Les résultats ont été présentés le 7 mai. Ça donne en fait un programme d'action autour de 21 mesures qui donneront lieu d'ailleurs à une feuille de route dans les prochains mois. Donc ça, c'est l'impulsion politique. Une autre impulsion qui est extrêmement importante, c'est celle des acteurs académiques qui sont de plus en plus mobilisés sur la question des alliances, notamment au travers des espaces de dialogue que l'on peut avoir avec des chercheurs et des praticiens. Donc c'est très important d'avoir cette impulsion académique parce que le rôle de l'acteur académique est extrêmement structurant parce que c'est lui qui va apporter à la fois la capitalisation et la pédagogie qui vont être nécessaires pour ensuite pouvoir embarquer les personnes, les organisations et bien sûr les territoires. Donc ça, c'était la première condition. La deuxième condition pour accélérer les alliances, c'est de pouvoir disposer de l'outillage. Il faut que l'écosystème puisse être outillé pour agir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des données objectives pour pouvoir décider. Ça veut dire aussi d'avoir des outils pour agir très concrètement. Et c'est aussi d'avoir des compétences pour pouvoir être accompagné. Parce que ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on souhaite mettre en œuvre des alliances, ce n'est pas toujours simple. Il faut avoir des compétences pour être accompagné. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, que ce soit les organisations, les territoires, les collectivités ou même les institutions et les investisseurs, chacun a la capacité de pouvoir agir parce qu'il dispose d'un certain nombre d'outils. Donc, la cartographie qui vous est présentée, elle est peut-être pas exhaustive, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle vous donne à voir l'ensemble des outils qui existent et qui sont disponibles. Pour les organisations, tout ce que fait l'Observatoire des partenariats extrêmement intéressant, notamment il met en valeur des illustrations des cas inspirants donc de pratiques partenariales. En termes d'outils, il y a le kit ODD 17 en pratique qui a été réalisé dans le cadre de la mission ministérielle qui est aussi disponible. Puis après, en termes de compétences, il y a bien sûr tous les réseaux nationaux et territoriaux, les dispositifs publics et les métiers du conseil et de la formation qui sont disponibles pour pouvoir outiller les organisations et leur permettre de passer à l'action. S'agissant des territoires, l'Observatoire publie chaque mois un rapport régional. Et donc, dans ce rapport-là, en fait, on a toutes les données du territoire, ses fragilités et surtout tous les besoins. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Par ailleurs, les territoires peuvent aussi s'appuyer sur le kit l'ODD 17 sur les territoires en sortie de crise qui est déjà disponible sur la plateforme d'innovation territoriale en action. Et en termes de compétences, bien sûr, il y a celle de l'ANCT, de la Banque des territoires et puis plus globalement aussi des catalyseurs territoriaux. S'agissant des collectivités, les collectivités peuvent aussi être inspirées et réfléchir par les études qui sont menées par l'Observatoire auprès des élus. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis en juillet, donc Charles Benoît en parlait, à l'occasion de la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire, on publiera le kit ODD 17 et collectivités. S'agissant des compétences, la CNFPT et l'IFGP font un gros travail de formation auprès des agents et auprès des élus. Et puis par ailleurs, le comité 21 a déjà publié un guide sur ODD et collectivités. Et puis enfin, pour terminer, pour les institutions et les investisseurs, l'ensemble des programmes d'études qui sont menés par l'Observatoire, en fait, donne à voir une vision systémique à la fois des domaines, des acteurs et des territoires, et donc donne à voir l'ensemble des enjeux pour ces institutions et ces investisseurs, et qui peuvent également pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'outils qui ont été produits dans le cadre de la mission, comme par exemple l'état des lieux des partenariats, tout le programme autour de l'ODD 17. Et puis en termes de compétences, le fonds qui est copiloté par la Caisse des dépôts, et puis tous les métiers de la fédération du conseil. Donc on voit que finalement tous les acteurs que l'on a là, pris individuellement, ils ont la capacité d'agir. Aujourd'hui, la question, c'est finalement comment on peut permettre à l'ensemble de l'écosystème d'aller plus loin et faire en sorte que ces alliances-là, ce mode d'action-là, soit un mode d'action qui soit massif et entraînant. Et donc là, ça m'amène à la troisième condition, qui est probablement la plus complexe à mettre en œuvre, c'est que pour accompagner ce mouvement massif, il faut s'appuyer sur des ingénieries. Et donc là, ces ingénieries-là, en fait, ça peut être des ingénieries nationales, ça peut être des ingénieries territoriales, sectorielles ou même transverses. Mais la question, c'est comment faire en sorte que ces ingénieries-là puissent être articulées. Et ça, c'est compliqué parce que soit on part de la solution, et ça veut dire qu'on est plutôt dans un apport d'expertise, mais c'est plutôt vertical, soit on part des besoins, et on est plutôt dans une approche transversale qui part donc du territoire. Et on voit bien que ces deux approches-là sont extrêmement nécessaires parce que complémentaires, mais aujourd'hui, force est de constater que ces articulations-là, elles ne sont pas complètement effectives ni simples, surtout à mener. Et c'est parce que c'est extrêmement complexe qu'il y a un groupe de travail qui a été mené dans le cadre de la démarche collective qui est lancée par la médiation des entreprises
et le rameau, et qui réunit 21 têtes de pont, qu'elles soient nationales et territoriales, dont le réseau des pionniers, et qui ont pour rôle justement de réfléchir à comment mieux articuler ces différentes ingénieries, parce que, encore une fois, la question de l'ingénierie, c'est celle qui va permettre d'accompagner l'ensemble de l'écosystème à monter en gamme, si je puis dire, sur comment on fait alliance et que ce soit un nouveau mode d'action très massifié. Et ça, c'est évidemment un défi extrêmement important, je viens de le dire, c'est extrêmement complexe, et c'est d'autant plus complexe que pour faire en sorte que ces différents types d'ingénierie puissent interagir les unes entre elles, il faut prendre en compte trois parties prenantes, je puis dire, que ce soit les acteurs, les échelons territoriaux et les différents types d'ingénierie qui existent. S'agissant des acteurs, sur un territoire, on a une multitude d'acteurs au profil très différents, des investisseurs, des institutions ou autres. Chacun de ces acteurs, en fait, a des besoins et des enjeux qui sont spécifiques, et il faut donc bien identifier ces spécificités et ces complémentarités. Au niveau des échelons territoriaux, il y en a 3 qui ont des positionnements différents. Au national, on est plutôt sur un apport d'expertise. Au niveau régional, on est plutôt dans la médiation entre le national et le local. Et puis au niveau local, on va chercher à pouvoir mutualiser les forces vives au sein d'un territoire. Sauf qu'on voit bien déjà que ces positionnements sont différents, qu'il faut pouvoir les articuler, mais en plus, chacun a besoin à la fois d'avoir des connaissances sectorielles et territoriales, ce qui rajoute aussi un petit peu à la complexité. Et puis le dernier point qui est aussi extrêmement important, c'est qu'au sein d'un territoire, on est en présence de 3 types d'ingénierie qui coexistent, qui sont différentes et complémentaires. L'ingénierie de gestion qui a vraiment un rôle de gérer les infrastructures et qui met en œuvre finalement les politiques publiques sur le territoire. Il y a l'ingénierie de projet qui est comment on mobilise des acteurs de territoire autour du projet d'un projet de territoire. Et enfin, la dernière ingénierie qui est une ingénierie qui est en émergence depuis un certain nombre d'années, qui est l'ingénierie de la relation, catalyse territoriale, qui a pour vocation de pouvoir créer des liens entre des mondes qui, a priori, ne se connaissent pas nécessairement. Donc, on voit que ces articulations des ingénieries, c'est vraiment un défi parce que ça doit prendre en compte un certain nombre de paramètres qui eux-mêmes ne sont pas nécessairement si simples que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour prendre en compte ces 3 parties prenantes, acteurs, territoire et différentes ingénieries, il faut les prendre en compte au plus près du territoire. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir le positionnement des catalyseurs territoriaux. C'est très intéressant parce qu'il est finalement, chaque catalyseur territorial a un atout dans ces 3 parties prenantes. C'est à la fois celui qui porte l'ingénierie de catalyse territoriale, donc il va créer des liens au sein de son territoire entre des acteurs qui ne se connaissent pas nécessairement. C'est un acteur aussi qui agit, c'est un acteur de proximité, c'est-à-dire qu'il agit au niveau très local, et ça va être un facilitateur pour finalement trouver des sources de mutualisation entre les forces vives du territoire. Et puis aussi, en termes de profil, c'est celui qui porte la compétence des articulations qui va être nécessaire pour pouvoir justement faire en sorte que investisseurs, institutions, acteurs de terrain puissent dialoguer ensemble et créer finalement des alliances. Donc c'est important de parler des catalyseurs territoriaux parce que on voit que leur positionnement met en évidence 3 atouts, et ces 3 atouts-là, ce sont des atouts qui sont en émergence, et donc du coup, il faut pouvoir les soutenir et les valoriser. Et puis je terminerai justement pour donner à voir ce qu'est le catalyseur territorial. On le comprend, c'est un tiers de confiance, c'est un tiers neutre qui fait le lien entre des mondes différents. Il anime les dynamiques collectives sur un territoire, et le catalyseur territorial, il peut avoir des profils très différents. Ça peut être une collectivité, une association, une entreprise, un expert, un acteur académique, une fondation. Et un catalyseur territorial, il peut couvrir 4 métiers différents. Il peut organiser le dialogue territorial en proposant, en partageant la connaissance du territoire, en créant des rencontres, en accompagnant ou en sensibilisant les alliances, et puis aussi en mettant en relation. Il peut impulser des expérimentations collectives en partageant les enjeux du territoire, en mobilisant les acteurs. Il peut aussi accompagner et notamment incuber des projets jusqu'à la capacité aussi à faciliter les l'essaimage et le transfert entre territoires. Donc il y a l'interterritorialité qui est aussi extrêmement importante dans leur mission. Et puis ils peuvent aussi gérer des lieux, que ce soit un simple lieu d'échange convivial jusqu'à la capacité de mettre à disposition un Fab Lab. Donc 4 métiers qui sont très complémentaires avec des exemples qui vous sont présentés. Évidemment, un catalyseur territorial peut couvrir ces 4 spectres, mais il peut aussi en couvrir un ou d'autres. Donc, ce que l'on souhaite dire là, c'est que ce catalyseur territorial, c'est un acteur qui est structurant au sein d'un territoire, parce que c'est lui qui va permettre de féconder ce territoire, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il puisse être accueillant en termes d'alliance stratégique. Et donc, c'est vrai qu'on insiste beaucoup, que ce soit au niveau du réseau des pionniers, évidemment, mais aussi au sein du rameau, c'est cette volonté que l'on a de pouvoir valoriser
ce nouveau rôle qui est en émergence depuis à peu près une dizaine d'années, donc de pouvoir soutenir et valoriser ce type d'acteur, puis aussi l'ingénierie que ce type d'acteur porte. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en synthèse. Merci beaucoup, Élodie. Alors, un point très important finalement que vous avez évoqué, c'est cette triple condition finalement pour reconnaître la diversité des modes de co-construction. C'est à la fois d'avoir une impulsion politique, à la fois une capacité d'outiller l'ensemble des acteurs, et puis à la fois une connaissance des différentes ingénieries nationales et territoriales pour pouvoir les faire. Qui est mieux placé finalement pour faire ça que l'acteur public? Et il nous semble que derrière finalement cette triple condition, on peut y lire l'utilité, l'importance pour l'État d'avoir créé l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et ça, on aurait ce qu'on pourrait appeler, nous, un porte-avions finalement pour pouvoir conduire cette dynamique-là. Mais pour que le porte-avions puisse finalement non seulement se lancer, mais agir, il a aussi besoin à ses côtés finalement de zodiacs qui vont aller repérer et identifier quelles sont les pratiques innovantes, quelles sont les démarches finalement qui peuvent compléter l'action structurante de l'acteur public. Et c'est là où les praticiens jouent un rôle extrêmement important, que ces praticiens viennent du monde des structures d'intérêt général, comme une fondation et comme la Fondation de Lille, ou que ces praticiens viennent du monde économique, comme l'incarne Malakoff Minéric à travers des groupes de protection sociale. Et on voit donc là, finalement, l'intérêt d'avoir des témoignages complémentaires entre le rôle structurant, finalement, de l'acteur public qui donne le cadre et qui permet de pouvoir, finalement, passer de la preuve de concept à une capacité de déploiement à grande échelle, et puis de l'éclairage que peuvent donner, qui peuvent nourrir la dynamique, qu'ils viennent des structures d'intérêt général ou qu'ils viennent des acteurs économiques. C'est comme ça que nous avons conçu les interventions suivantes. Alors, à tout seigneur, tout honneur, comme l'on dit, et je vous propose tout de suite d'écouter David Jez, le directeur de la stratégie et de la formation à la NCT. Et peut-être d'ailleurs, cher David, l'un des points très intéressants de votre fonction, c'est justement d'allier la capacité de vision stratégique avec une capacité d'accompagner et de former au plus près finalement les acteurs. La parole est à vous. Finalement, cette nouvelle agence nationale de cohésion des territoires, eh bien, quels en sont les enjeux, quels en sont les projets pour pouvoir faire de l'ODD 17 une réalité dans notre territoire? Donc je disais, cher Charles Benoît, merci à vous, merci au Rameau pour votre invitation. Je vais donc tâcher de présenter de la manière la plus simple possible, disons, les grands objectifs et les grands principes de fonctionnement de cet objet, somme toute relativement nouveau, qu'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Vous donner d'abord quelques éléments de contexte. Donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires est un établissement public de l'État qui a été créé au 1er janvier 2020 par intégration de plusieurs structures préexistantes, le CGET, Commissariat général à l'égalité des territoires, qui lui-même intégrait l'ex-DATAR et l'ex-ACCE, l'EPARECA, qui s'occupe d'urbanisme commercial, et l'Agence du numérique, qui était naguère rattachée au ministère des Finances, et en particulier au Conseil national du numérique. Donc là, l'agence est un établissement public avec une gouvernance paritaire, si j'ose dire, puisque dans son conseil d'administration, il y a à la fois les administrations centrales de l'État, en particulier la DGCL qui assure sa tutelle administrative, mais aussi les collectivités territoriales représentées par des personnalités qualifiées et les différentes associations d'élus, ainsi qu'un certain nombre d'opérateurs, notamment ce qu'on appelle les opérateurs du premier cercle, c'est-à-dire les partenaires privilégiés de l'agence dans ces opérations, que sont la Banque des territoires, du groupe Caisse des dépôts, l'ANRU pour la rénovation urbaine, l'ANA pour l'amélioration de l'habitat et du logement, et puis, bien sûr, un certain nombre d'autres opérateurs, parmi lesquels le CEREMA. Alors, si je devais présenter très succinctement la plus-value de la NCT par rapport au paysage existant, je dirais que elle accomplit des actions en complémentarité de l'action de la puissance publique déconcentrée et décentralisée. Au fond, on peut comparer la NCT à la BPI,
c'est-à-dire que l'ANCT s'inscrit dans une logique de complémentarité avec l'échelon local et elle n'intervient que lorsque les acteurs existants localement sont trop petits ou défaillants ou confrontés à des problématiques d'ingénierie émergentes qu'ils ne peuvent pas traiter. L'agence, par conséquent, a choisi d'intervenir prioritairement au service des collectivités territoriales lorsqu'il y a carence de l'action territoriale, en renfort sur la gestion de projets complexes ou multithématiques qui ne peuvent pas être strictement adressés par l'offre locale d'ingénierie ou dans des situations, je le disais à l'instant, d'ingénierie émergente. Alors, les 3 formes d'intervention principales de la NCT, pour être très didactique, on peut les résumer de la manière suivante. Il y a d'une part les programmes nationaux d'appui, interministériels si possible, d'autre part les contrats de cohésion territoriale, et ensuite, enfin, le sur-mesure. Alors, je vais essayer de détailler chacun de ces volets des interventions de la NCT pour que vous puissiez comprendre un peu comment nous projetons notre action. Donc, les programmes d'appui, ce sont en réalité des programmes d'intervention interministérielle territorialisée qui consistent à déployer une politique publique qui requiert l'intervention de plusieurs ministères, opérateurs, acteurs dans des territoires. Le programme Action Cœur de Ville, par exemple, vise à développer une politique de rénovation des cœurs de ville, notamment des villes moyennes, puisque nous avons 234 villes moyennes qui sont partie prenante à ce programme. Et ce programme, il touche à plusieurs départements ministériels et il embarque plusieurs opérateurs puisque il concerne aussi bien des opérations d'aménagement commercial que des opérations de rénovation de l'habitat, que des opérations touchant à la voirie, que des opérations touchant à l'attractivité ou à la promotion des cœurs de ville. Et l'intérêt de ces programmes d'appui territorialisés, c'est de fournir justement de l'ingénierie sur mesure à des collectivités territoriales qui sont éligibles à ces programmes, sans avoir à s'adresser à une kyrielle d'opérateurs ou de ministères, mais au contraire, en ayant un guichet unique qui, en quelque sorte, masque la complexité des différents opérateurs. Alors, cette année, pour l'année 2020, le programme d'appui sur lequel l'agence est très engagée, c'est le programme Petites Villes de demain, qui sera en quelque sorte le pendant du programme Action Cœur de Ville, mais pour les petites villes, c'est-à-dire pour les communes qui sont sur une strate démographique, disons, entre 5 et 20 000 habitants. Et ce programme, il comportera également une gouvernance avec de nombreux acteurs, puisqu'il s'agira aussi bien de rénovation urbaine, que de politique alimentaire, que de pacte productif, que d'amélioration de l'habitat et de rénovation des cœurs de bourg ou des cœurs de ville. Et ce programme sera évidemment co-construit à la fois avec les associations d'élus concernés, en premier lieu l'APVF, l'Association des petites villes de France, l'AMRF, Association des maires ruraux de France, mais aussi les ministères concernés, ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, mais aussi les ministères économiques et financiers, et le ministère de la transition écologique et solidaire, et puis bien sûr les citoyens et les acteurs de la société civile dont vous êtes, afin de répondre au mieux aux besoins du terrain. Donc nous avons comme ça un certain nombre de programmes d'appui interministériel territorialisé. Il y a le programme Action Cœur de Ville, le programme Petite Ville de demain qui est en incubation et qui devrait se lancer pleinement au mois de septembre, le programme France Service que vous connaissez sans doute, le programme Territoire d'industrie aussi. Et à côté de ces programmes d'appui territorialisés, il y a ce que l'on appelle les pactes de cohésion territoriale. Alors, quel est le rôle de la NCT dans ces pactes de cohésion territoriale? Eh bien, c'est de coordonner les différents acteurs afin de leur faire partager une feuille de route pour le territoire et structurer un projet de territoire dans des territoires qui sont identifiés comme particulièrement vulnérables. Et bien sûr, ce pacte de cohésion territoriale, on peut prendre l'exemple du pacte Ardennes, du plan particulier pour la Creuse aussi, ou du plan pour la Nièvre. Il n'est pas en quelque sorte écrit de manière surplombante. C'est le résultat d'une concertation, c'est le résultat d'un dialogue entre collectivités publiques, acteurs privés, sociétés civiles et l'ensemble des porteurs de projets. L'enjeu pour la NCT, c'est d'amener dans une démarche presque maïotique les acteurs à mieux structurer leurs projets de territoire, à les mettre en cohérence
à éviter les doublons ou les effets de compétition territoriale qui parfois nuisent à la qualité des projets de territoire. Allez évidemment prendre en compte aussi les différentes transitions. C'est un objectif que nous partageons avec la Banque des Territoires. Transition écologique, bien sûr, mais aussi transition démographique avec les problématiques de vieillissement, notamment dans la ruralité. Transition démocratique avec la montée en puissance de la concertation et de la participation et de la co-construction des actions en territoire. Transition numérique, évidemment. Je ne vous fais pas un dessin. Bref, à mieux prendre en compte ces transitions dans les projets de territoire. Et donc, cette année, notre objectif, c'est de continuer à travailler sur ces pactes, parce que, évidemment, en particulier dans les territoires qui présentent des vulnérabilités importantes, ils ont une véritable plus-value, ils amènent les acteurs à travailler entre eux, à co-construire, à identifier et à se poser les bonnes questions. Et de ce point de vue, le rôle de la NCT est davantage celui d'un accoucheur ou d'une maïotique que d'une organisation qui aurait par nature ou par principe toutes les réponses aux questions ou qui aurait en quelque sorte des feuilles de route préétablies, ce qui n'est absolument pas le cas et qui n'est absolument pas notre démarche. Et puis, troisième pilier, je vous annonçais 3 piliers de l'action de la NCT. Donc, il y a les programmes d'appui territorialisés, les pactes de cohésion territoriale pour les territoires fragiles. Troisième pilier de l'action de la NCT, c'est ce que j'appelle le sur-mesure, c'est-à-dire une offre d'ingénierie qui est activée lorsque l'offre locale ne parvient pas à répondre aux problèmes, dans une logique de complémentarité. Je vous disais tout à l'heure que nous n'avons pas pour objectif de concurrencer ou de nous substituer aux acteurs de l'ingénierie locale. En revanche, nous pouvons contribuer à mettre en place une gouvernance plus vertueuse sur le plan de l'ingénierie locale, puisque la loi portant création de la NCT prévoit que dans chaque préfecture de département sera mis en place un comité local de cohésion territoriale. Et ce comité local de cohésion territoriale, en réalité, réunit à la fois l'État déconcentré, donc le préfet, la direction départementale des territoires, mais aussi les collectivités territoriales, les acteurs de l'ingénierie comme les agences techniques départementales, les agences d'urbanisme, les CAUE, les agences de l'eau, les différents syndicats, ainsi que les opérateurs éventuellement privés de l'ingénierie. Et il a pour objectif en réalité de définir une stratégie en matière d'offres d'ingénierie locale pour les collectivités territoriales et leurs groupements. Et en réalité, il permet aux collectivités qui sont en carence d'ingénierie de trouver plus facilement une réponse à leurs besoins, y compris dans l'écosystème local. Donc, dans l'hypothèse où la sollicitation de la collectivité trouve une réponse locale, le délégué territorial de l'agence, qui est le sous-préfet ou son adjoint, qui est le DDT en général, va désigner un interlocuteur unique chargé du suivi du projet. Et cet interlocuteur unique, chef de projet en quelque sorte, rendra compte de l'avancement du projet au comité local de cohésion territoriale. Et nous avons, à partir des différents panels que nous avons constitués dans certaines régions test, lorsque nous avons mis l'agence en place, constaté que 80 à 90% des demandes d'ingénierie qui ne trouvent pas satisfaction aujourd'hui en raison d'une gouvernance trop complexe et d'un millefeuille d'acteurs, peuvent trouver une solution et une réponse dans l'écosystème local. Je pense par exemple aux problématiques liées à l'eau, à la gestion de l'eau. La gestion de l'eau repose sur une gouvernance qui est encore très complexe, assez mal appropriée par les acteurs, en raison des changements législatifs intervenus récemment entre le GEMAPI, les agences de l'eau. Mais la réunion de ces comités locaux de cohésion territoriale, la fertilisation croisée des acteurs doit permettre de trouver beaucoup plus facilement une réponse localement à ces besoins d'ingénierie. Et puis pour les 10 ou 20% restants, ces besoins d'ingénierie émergente, d'ingénierie rare ou d'ingénierie complexe et multithématique. Dans ces cas-là, lorsque la demande donc ne peut pas être prise en charge par un des acteurs présents autour de la table du comité local de cohésion territoriale, le délégué territorial de l'agence, en l'occurrence le préfet ou le DDT, sollicite la NCT en justifiant de l'insuffisance de ressources locales mobilisables ou du caractère particulièrement complexe du projet. Et dans ce contexte, la NCT dispose de 3 instruments pour activer de l'ingénierie. Soit cette ingénierie peut être prise en charge par ses compétences techniques internes présentes au sein
des différents services de la NCT. Je pense par exemple à Lex Epareca qui s'occupe d'aménagement commercial et qui correspond à une ingénierie rare qui n'est pas toujours disponible en territoire. Je pense aussi à l'ex-agence du numérique qui est capable de monter des projets complexes pour l'inclusion numérique. Soit la NCT va aller chercher ses compétences techniques au sein de l'État. Par exemple, avec les ressources qui existent dans les administrations centrales, des administrateurs civils parfois sans affectation, on pourrait imaginer que ces administrateurs civils soient affectés à des missions de chef de projet sur des projets complexes ou multithématiques. Par ailleurs, l'agence dispose d'une ligne de crédit qui permet de faire des subventions directes ou de passer des marchés à bon de commande pour de l'ingénierie locale. Vous avez sans doute vu passer les différents lots des marchés publics d'ingénierie de la NCT qui ont été publiés pendant le confinement. C'est une façon de montrer que nous assurions la continuité du service malgré les difficultés liées à la crise Covid. Et puis, dernier instrument, lorsque cette ingénierie n'est pas présente en interne ou ne peut pas être achetée ou subventionnée par les instruments financiers, ce sont les conventions cadres qui sont passées avec les opérateurs du premier cercle dont je vous parlais tout à l'heure, ANRU, ANA, CEREMA, Banque des Territoires. Et ces conventions cadres permettent en réalité à la NCT d'aller chercher dans les viviers de ces opérateurs des ressources qui permettent peut-être de trouver la réponse ou d'activer l'offre d'ingénierie qui répond aux besoins exprimés par la collectivité carencée. Alors, ce qu'il est nécessaire de dire aussi, c'est que la crise Covid a évidemment percuté notre feuille de route et notre action, comme c'est le cas d'à peu près toutes les structures publiques et privées d'ailleurs, et que nous avons bien sûr souhaité adapter notre action à la lumière de cette actualité. En réalité, nous allons intensifier nos actions pour les lier à l'effort de relance économique et de transition écologique qui sera engagé par les différentes collectivités publiques dans les prochains mois. Donc, quelques indications de ce que nous pourrions faire dans les prochains mois. D'une part, revisiter certains de nos programmes nationaux d'appui territorialisés dont je vous parlais tout à l'heure, à l'aune des enjeux de relance économique, de résilience territoriale et de transition écologique. Les directeurs des différents programmes sont déjà chargés d'inscrire une partie de leurs actions dans le cadre du plan de relance. Un exemple parmi d'autres, le programme Territoire d'industrie portera une attention particulière aux enjeux de relocalisation. Et puis, nous avons engagé un travail de réflexion pour définir des critères écologiques et démocratiques d'engagement des financements, évidemment, dans les différents programmes. Par ailleurs, nous allons accélérer le travail sur la contractualisation nouvelle génération, si j'ose dire, c'est-à-dire sur les pactes de cohésion territoriale, soit en revisitant certains pactes existants à l'aune des enjeux de relance économique, de résilience territoriale, de transition au pluriel, soit, pourquoi pas, en co-construisant demain avec les collectivités territoriales et d'autres acteurs, des pactes de cohésion territoriale, nouvelle génération, qui soient aussi des pactes de résilience territoriale en réalité, où les actions et les investissements seront prioritairement drainés vers les transitions dont je vous parlais tout à l'heure. Nous montons également une offre de formation en partenariat avec Sciences Po et la Banque des Territoires, destinée à équiper les élus en outils et en méthodes pour prendre en charge les enjeux de résilience et de transition, et pour développer la coopération interterritoriale et les alliances en territoire. Et puis bien sûr, nous voulons aussi donner aux élus eux-mêmes les moyens de co-construire une feuille de route de sortie de crise partagée avec les citoyens et la société civile grâce à un module d'ingénierie de concertation et de coopération que nous développons en partenariat avec la Banque des Territoires. Alors, peut-être pour terminer sur cette présentation, en fait, ce que nous cherchons à faire à la NCT, c'est à inaugurer un nouveau mode de fonctionnement
de l'acteur public, de l'institution publique que nous sommes, un mode de fonctionnement décloisonné, en interne comme en externe. Alors en interne parce que tous nos programmes et nos projets sont incubés à l'aide de toutes les ressources de la NCT à travers des équipes projets qui réunissent des agents de plusieurs directions, politique de la ville, numérique, appui opérationnel et stratégique. Et puis, et ça vous intéressera plus, en externe parce que nos programmes et nos pactes de cohésion territoriale sont développés en co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, bien sûr les différents ministères et leurs opérateurs, bien sûr les collectivités territoriales et leurs associations, mais aussi la société civile organisée et les citoyens. Le programme Action Cœur de Ville a été déployé en coordination étroite avec Ville-de-France. Et de la même manière, le programme Petite Ville de demain que nous développons actuellement est élaboré en lien étroit avec l'Association des petites villes de France et aussi avec les citoyens et les différents acteurs à travers des groupes miroirs ou des groupes tests. Dans la construction de nos programmes et de nos contrats, et même dans l'offre sur mesure, peut-être même plus encore dans l'offre sur mesure, nous portons une attention accrue au dernier kilomètre. Chacune des interventions territorialisées de l'agence cherche à avoir un impact mesurable sur les politiques publiques conduites territorialement et sur la vie quotidienne des habitants. Et les priorités thématiques comme les projets que nous mettons en œuvre pour l'année 2020 et pour les années suivantes sont définis en conseil d'administration avec l'ensemble de nos partenaires et font l'objet d'une co-construction systématique. Voilà peut-être de manière assez succincte quelques éléments très généraux de présentation des activités de cette nouvelle agence. Merci infiniment parce que c'est particulièrement concret et je trouve très éclairant sur en fait la colonne vertébrale. On parlait depuis tout à l'heure des ODD, des objectifs de développement durable, et de l'ODD 17 en particulier. Le président de la République en septembre dernier a été présenté à l'ONU finalement la feuille de route de la France de cette démarche-là, et on voit bien que la NCT est la colonne vertébrale de cet ODD 17 dont finalement la co-construction est le levier, mais pour qu'elle puisse se faire, encore faut-il effectivement qu'il y ait cette coordination dont on parle. Alors, vous l'avez dit aussi, ce qui est très intéressant, c'est que au-delà finalement de l'action publique, c'est comment est-ce que l'acteur public peut s'appuyer finalement sur des démarches complémentaires qui sont mises en place en territoire, que ce soit au niveau de fondations, au niveau d'entreprises, et ce sont les témoignages que nous allons avoir maintenant. Et avant de commencer sur ces témoignages, peut-être parce que vous l'avez aussi rappelé, la spécificité finalement de chaque territoire étant très marquée, eh bien finalement observons l'exemple des Hauts-de-France avant d'avoir deux témoignages à la fois de fondations et de groupes d'entreprises. D'abord, rappelons que le profil de la région Hauts-de-France, et c'est sans doute pas un hasard d'avoir pris cet exemple aujourd'hui, c'est à la fois une région qui est structurellement en transformation et très profondément avec des fragilités et qui, quand on analyse ces fragilités, sont en grande majorité au-delà finalement de la moyenne nationale que l'on peut avoir. Alors, si on regarde finalement le rôle ou l'impact que peut avoir les alliances, les nouvelles alliances sur le sujet, quand on regarde finalement à la fois en termes de performance pour les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, en termes d'innovation, qu'elles soient territoriales ou plus largement sociétales, et en termes de confiance, ce qui est très intéressant, c'est quand on demande aux Français, finalement, quels sont les impacts de ces alliances, et quand on regarde et on analyse plus particulièrement la réponse des habitants de Hauts-de-France, ils sont particulièrement convaincus, finalement, de cette capacité des alliances à être des contributeurs à la fois de performance des organisations, d'innovation locale et nationale, et de capacité de mobilisation à la fois de l'engagement des personnes et des collectifs et des territoires. Alors, quand on questionne après les acteurs, finalement les organisations de ce territoire, que ce soit la perception des maires en Hauts-de-France, 75% des maires en Hauts-de-France considèrent que cette dynamique de co-construction est un modèle finalement qui existe déjà sur leur territoire, même s'ils sont
46% d'entre eux a considéré que c'est un modèle encore émergent sur le territoire. Et surtout, quand on regarde la pratique des organisations, il est intéressant de voir la pratique à la fois des associations, qui sont 31% à avoir déjà engagé finalement ces alliances et 46% à vouloir le faire dans les prochaines, dans les prochains mois et les prochaines années. Et quand on regarde les entreprises, on a aujourd'hui 39% des entreprises qui sont déjà engagées dans ces dynamiques partenariales, c'est-à-dire un peu plus finalement d'engagement au niveau du côté économique par rapport à la moyenne nationale et un peu moins au côté des associations. Donc on voit bien que c'est un mouvement qui est assez historique en Hauts-de-France, mais qui est en train de grandir et finalement de se développer. Et ça, on peut voir finalement l'historique de ces relations quand on regarde un peu plus précisément, et Elodie a rappelé tout à l'heure la définition des différentes logiques finalement de coopération, du mécénat aux pratiques responsables en passant par la R&D sociétale et la coopération économique. Et sans rentrer dans le détail, nous n'en avons pas le temps, mais de constater que finalement, il y a une véritable hybridation des modèles de partenariat en Hauts-de-France, beaucoup plus que dans le reste de la France, où généralement, pour caricaturer un peu, on a une très grosse proportion des associations à privilégier le mécénat et une très grosse proportion des entreprises à privilégier la pratique responsable, c'est-à-dire leur porte d'entrée à elles, avant finalement de pouvoir co-construire, voire d'aller apporter à l'autre des réponses qui lui correspondent. Ce n'est pas le cas en Hauts-de-France et il y a vraiment une diversité de ces modèles de partenariat. Alors, pour comprendre cette diversité, eh bien finalement, rien de mieux que d'avoir des témoignages des acteurs finalement déjà implantés. Alors, la Fondation de Lille, pourquoi la Fondation de Lille? Parce que c'est la plus ancienne fondation territoriale de France qui a, au-delà de son élément statutaire de 20 ans, 30 ans d'historique. Et puis pourquoi finalement Malakoff Humaniste? Parce que les groupes de protection sociale, et notamment le groupe Malakoff Humaniste dans la territorialisation de ce sujet-là, ont depuis 70 ans une action extrêmement puissante en termes d'action sociale territorialisée. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, chère Delphine, pour nous dire en 5-6 minutes, finalement, l'historique de l'observation de cette co-construction que vous avez pu voir depuis 30 ans au niveau de la Fondation de Lille. Merci beaucoup, cher Benoît. Merci à toutes et à tous. Alors, la Fondation de Lille, effectivement, la Fondation de Lille, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique, qui est une fondation abritante et qu'on caractérise comme étant effectivement une fondation territoriale, comme étant une adaptation française des fondations communautaires construites par les anglo-saxons au début du XXe siècle. Cette fondation, alors effectivement, elle s'inscrit dans le temps long, puisque c'est Pierre Mauroy qui a été ancien Premier ministre, qui était maire de Lille à l'époque, qui, à la fin des années 80, a souhaité créer une fondation reconnue d'utilité publique, un outil sécurisé au service des donateurs du territoire, mais aussi de l'ensemble des acteurs, puisque Pierre Mauroy a toujours été convaincu de l'utilité des partenariats publics-privés sur les territoires et de façon générale, et était très précurseur dans ce domaine. Et l'aventure de la Fondation de Lille donc, a commencé à la fin des années 80 par la création d'une association de préfiguration qui s'appelait l'Association pour la Fondation de Lille. Donc c'est le premier temps, je vais dire, de construction de la Fondation de Lille, puisqu'il a fallu mettre en place, réunir la dotation qui nous permettait de créer la fondation RUP, exigée par le Conseil d'État. Donc Pierre Mauroy a réussi à mobiliser un capital privé, en fait, pour doter la Fondation de Lille, et puis convaincre aussi l'ensemble des acteurs lillois métropolitains de l'utilité de cette fondation, et montrer également qu'elle était capable de mener des actions très concrètes sur le terrain, dans les domaines sociaux, dans les domaines de solidarité internationale, dans la valorisation du patrimoine, etc. Je précise que la Fondation de Lille a cette particularité d'être une fondation multicause, pouvant agir dans quasiment tous les domaines de l'intérêt général. Donc de 10 ans sous forme d'association, avec beaucoup d'actions menées et une grande mobilisation autour de cette fondation,
pour finir à la création, à aboutir à la création en 1997 de la Fondation de Lille. Donc, nouvelle étape, deuxième étape de développement de la Fondation, avec une gouvernance légère de 14 membres, Pierre Mauroy étant à la tête de cette gouvernance jusqu'en 2011. Et il a été remplacé ensuite par Didier Delmotte, qui était l'ancien directeur général du CHU de Lille, et il est toujours l'actuel président du pôle Eurasanté dans la région. La Fondation de Lille, donc, pendant plusieurs années, a monté ses projets, toujours en partenariat avec les collectivités locales, les entreprises et les citoyens, avec comme bras armés les associations, puisque la Fondation, bien qu'elle mène ses propres actions, est aussi une fondation redistributrice qui travaille en lien très étroit avec les acteurs de terrain que sont les associations. La Fondation de Lille a eu une autre étape également dans sa construction. On est toujours dans ce deuxième temps de construction qui est l'aspect fondation abritante, puisque en 2008, la Fondation a obtenu cette capacité juridique par le Conseil d'État. Il était évident que pour se développer, la Fondation de Lille devait devenir une fondation abritante permettant de donner un outil sécurisé, un outil juridique sécurisé aux entreprises ou aux donateurs, aux philanthropes, pour créer des fondations sous l'égide de la Fondation de Lille au niveau du territoire. Donc l'aspect fondation abritante est un élément constructif de la Fondation de Lille, et on aboutit finalement à cette troisième étape, et nous en sommes qu'au début. C'est le déploiement de la Fondation de Lille avec des projets qui prennent de l'ampleur, et la prochaine création d'une fondation sous notre égide qui sera l'abri de l'organisme de foncier solidaire de la métropole lilloise. J'en parlerai si besoin, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet pour l'instant. C'est pour montrer, en fait, sur le temps long, c'est un temps long, parce que la Fondation de Lille, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, ne ressemble pas aux autres fondations qu'on a l'habitude de voir, des fondations familiales par exemple, où on apporte des ressources pour mener des actions d'intérêt général dans un ou plusieurs domaines. Nous, il a fallu toujours se battre pour avoir du financement. On a un modèle financier qui est mixte, puisque la Fondation de Lille a cette particularité d'être financée dans son fonctionnement par des fonds publics, par 4 collectivités locales, donc la ville de Lille prioritairement, la métropole européenne de Lille, le Conseil régional des Hauts-de-France et le Conseil départemental du Nord. Et puis, à côté de ça, il y a effectivement des ressources privées. Donc on est vraiment un organisme mixte au niveau du financement. Et cette mixité dans les financements va se retrouver également dans le financement des actions, puisqu'on peut mener des actions sociales de proximité, des actions d'urgence, avec des fonds privés issus de dons, de legs, et puis des actions aussi socio-éducatives pour aider les étudiants en difficulté, aider des projets associatifs liés à la réinsertion par exemple, ces actions sont financées complètement par du mécénat d'entreprise. Voilà, avec toujours cette volonté de mixer les acteurs et d'être finalement un outil que l'on peut utiliser, un outil facilitateur, sécurisant, et qui représente aussi, et ça c'est très important, un espace de neutralité pour l'ensemble de ces acteurs. Et cet élément est très important justement pour que les gens puissent se retrouver au sein de la Fondation de Lille. Si je prends un exemple concret, pour illustrer tout ça, il y a 10-12 ans, nous avons créé l'action des bourses de l'espoir, qui est une action qui permet d'attribuer des aides financières coup de pouce à des étudiants en grande difficulté financière, et puis aider des projets d'associations qui luttent contre l'illettrisme et qui favorisent la réinsertion. Et cette action a été créée par 7 banques, alors concurrentes en fait, mais qui se sont réunies autour de la table de la Fondation de Lille en se disant nous voulons aider les étudiants, nous voulons lutter contre les inégalités sociales. Et tout ça, évidemment, soutenu avec le concours des collectivités locales. Cette action, maintenant, a 12
12 ans d'expérience. On travaille en réseau avec les universités, les grandes écoles, les services sociaux, les mairies de quartier, etc. C'est très concret, c'est sur le terrain pour aider des jeunes en difficulté. Au total, on a dû attribuer environ 600 000 € et on a à peu près 400 lauréats maintenant. C'est pour vous donner, c'est une illustration en fait de l'action, une des illustrations, parce qu'elles sont nombreuses, des actions de la Fondation sur le terrain en lien avec de très nombreux partenaires. Ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites, Delphine, c'est qu'à la fois vous montrez finalement ce rôle de médiateur que peut avoir, parce que c'est un espace neutre, la logique de la Fondation, et à la fois, si on prend finalement l'outil juridique, puisque vous parliez de la Fondation abritante, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut aussi aider l'envie d'entreprendre différemment de l'ensemble des acteurs, puisque vous avez à la fois, vous le disiez, hébergé finalement un opérateur, c'est un très gros dynamique que vous êtes en train de lancer aujourd'hui, mais vous avez aussi une entreprise comme la Fondation Toyota, vous avez aussi une association historique qui a voulu le faire, et aussi un autre département avec le département de la Manche, la Fondation de la Manche. On voit bien finalement que la Fondation est un outil qui permet de mettre autour d'une table, finalement, d'avoir cet espace-là et d'offrir un outil extrêmement intéressant. Et je voudrais juste dire, par l'historique qui est le vôtre, de rappeler que quand Emmanuelle Wargon, qui en 2010 était à l'époque directrice de cabinet de Martin Hirsch, était venue à l'Assemblée générale du Centre français des fonds et fondations et avait dit finalement, ce qu'on attend des fondations, c'est d'être les défricheurs de l'intérêt général que l'État peut ensuite finalement généraliser, donner une infrastructure et finalement pouvoir donner une plus grande portée à ce qui a été expérimenté par les fondations. Et après avoir entendu David Diaz sur finalement cette agence nationale de cohésion des territoires, on voit bien qu'effectivement, pour pouvoir en arriver à cette maturité collective, eh bien, on a besoin de défricheurs et c'est le rôle de soutien que peuvent avoir les fondations en territoire. Et on a besoin aussi des entreprises, parce que effectivement, pour pouvoir apporter finalement de façon continuelle des réponses aux besoins très concrets des acteurs, ça a été le sens de l'action sociale qui a été créée juste après-guerre, dans la logique du paritarisme d'après-guerre, qui voulait que, au-delà du droit commun, finalement, il puisse y avoir un dernier filet. Lorsque tous les autres droits ont été utilisés, c'est comme ça qu'est née l'action sociale des groupes de protection sociale, qui aujourd'hui encore perdure et qui, lui aussi, dans une certaine forme, préfigure, finalement, expérimente, est le lieu d'expérimentation et de soutien des initiatives locales, trop peu connues parfois d'ailleurs, mais Julie Citreau, peut-être très important de voir comment est-ce que un grand groupe comme le vôtre, Malakoff Humanis, agit au plus près des territoires grâce à son action sociale et grâce à toute la démarche que vous avez mis en place pour justement de diagnostic territorial, de partenariat et d'alliance stratégique territoriale. Finalement, comment concrètement faites-vous pour être aussi précis sur la capacité d'agir en territoire? Alors, merci Charles Benoît. Donc, vous racontez très simplement et en quelques mots qui nous sommes. Donc, Malakoff Humanis est un acteur majeur de la protection sociale en France. C'est avant tout un groupe paritaire, mutualiste et surtout à but non lucratif qui est dirigé par les représentants des clients. Pas d'actionnaires à rémunérer, l'ensemble des bénéfices est donc réinvesti au profit des actifs, mais également des retraités, que ce soit en service, en accompagnement social ou pour soutenir des causes d'intérêt général qui correspondent à nos valeurs. Nous intervenons dans 3 domaines d'activité en tant que groupe de protection sociale. La gestion de la retraite complémentaire par répartition, donc pour le compte des fédérations Agir Carco, l'assurance de personnes, qu'elles soient collectives ou individuelles, et également l'épargne. Donc au niveau de la retraite complémentaire, quelques chiffres. Le groupe assure une mission d'intérêt général donc pour le compte des fédérations Agir Carco auprès de 600 000 entreprises clientes en retraite et gère les cotisations et les retraites de plus de 15 millions de personnes, soit environ 40% de la retraite Agir Carco, ou plus simplement un Français sur 4. En assurance, le groupe est l'acteur numéro 1 en santé et prévoyance collective avec 17% de part de marché.
426 000 entreprises clientes en assurance de personnes et 10 millions d'assurés en ayant droit, que ce soit collectif ou individuel. Donc, on est bien sur la partie prévoyance et également santé. Alors, très simplement, grâce à son modèle redistributif, Malakoff Humanis consacre près de 160 millions d'euros par an pour accompagner les personnes en situation de fragilité, mais également pour soutenir l'innovation sociale, des actions de sensibilisation et de subvention, investir dans la recherche, dans des startups, dans des projets associatifs, autour d'engagements que je vais vous détailler. Parce que, bien entendu, comme je vous le disais, il y a deux actions sociales. L'action sociale de la retraite et l'action sociale de l'assurance. Au niveau de l'action sociale retraite, notre fil rouge sont les 4 orientations prioritaires de l'action sociale Agir Carco. Elles sont notamment agir pour le bien vieillir, soutenir et accompagner les proches aidants, aider l'avancée en âge et la perte d'autonomie, et favoriser le retour à l'emploi des actifs les plus fragiles. Nous œuvrons dans une dynamique territoriale autour de 3 axes sur l'année 2020. Et les 3 axes sont notamment de mener une politique de prévention pour retraités et actifs dès 45 ans, mais également de mener une politique de promotion d'aide aux aidants et également les questions liées autour de l'accompagnement du bien vieillir à domicile et également en hébergement. Donc au niveau de l'hébergement, que ce soit de l'hébergement en EHPAD, en résidence autonomie, mais également en résidence senior. Alors, pour la partie action sociale assurance, les 4 axes d'intervention sont l'accompagnement des personnes qui sont atteintes d'un cancer dans la poursuite de leur vie professionnelle, accompagner également les salariés aidants afin qu'ils trouvent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et également soutenir les personnes en situation de handicap par le biais de sa fondation, Malakoff Humanis. Nous avons également une fondation handicap qui favorise l'accès à la santé, à l'emploi, au sport et également à la culture. Et le dernier axe d'intervention au niveau de l'action sociale assurance, c'est favoriser le bien vieillir et accompagner la perte d'autonomie. Et à ce titre, le site internet Essentiel Autonomie est le premier site d'information et de services sur la dépendance, très clairement. Et je vous invite à le consulter et bien sûr à en parler largement autour de vous. Donc Charles Benoît m'a demandé aujourd'hui d'intervenir très clairement pour vous parler du territoire et pourquoi vraiment le territoire aujourd'hui est un enjeu pour Malakoff Humanis et plus particulièrement pour l'action sociale du réseau territoire. Donc un petit zoom sur l'organisation de l'action sociale retraite, elle est organisée en 3 directions. La direction de l'innovation sociale, la direction du réseau de proximité, c'est-à-dire très clairement les territoires, et la direction des prestations à distance, plus clairement les aides individuelles. Donc pour nous, il y a vraiment nécessité d'être en interaction avec notre écosystème local. Et cette interaction passe par la connaissance de ses besoins et de ses priorités, par l'élaboration d'un diagnostic micro, mais également macro. Elle passe aussi par la connaissance des acteurs qui composent ce territoire et la réflexion sur comment simplement trouver des pistes de partenariat qui soient le plus pertinents pour nous, pour nos partenaires et aussi pour le territoire, car cela va évidemment répondre à ses besoins. Nous avons l'ambition sur le territoire de proximité qu'est les Hauts-de-France, vraiment de remettre à plat notre démarche partenariale. C'est pourquoi le territoire est avant tout pour nous un enjeu dont le principal objectif est le dialogue avec les parties prenantes. Et celui-ci passe par tout simplement l'ancrage territorial. Le rapprochement avec des associations locales, avec des acteurs publics, des maires, des communautés de communes, prend d'autant plus d'importance. Grâce à des relations privilégiées avec le tissu associatif, nous renforçons notre ancrage, voire nous facilitons notre implantation sur un territoire dit en zone blanche. Mais pour nous, le territoire, c'est également un enjeu de performance économique, car je le rappelle, l'action sociale du groupe pour soutenir et accompagner des projets en lien avec nos orientations stratégiques et dont les principaux bénéficiaires seront nos clients, que ce soit des actifs et des retraités. De plus, une meilleure connaissance du territoire apporte plus de pertinence aux projets soutenus et accompagnés, et qui dit plus de pertinence, dit plus de performance. Par cette démarche, nous ambitionnons aussi d'être un contributeur fort sur le territoire des Hauts-de-France. Donc, très clairement, comment faisons-nous ? 6 référentes ancrage, partenariat et innovation sociale ont pour mission de réaliser un diagnostic de territoire par grande région. Pour nous, les grandes régions sont au nombre de 5. On retrouve le Nord-Est, le Nord-Ouest, l'Île-de-France, le Sud-Est et le Sud-Ouest. Une étape nécessaire lors de l'élaboration de ces diagnostics
et l'analyse de notre politique partenariale actuelle d'action sociale. Pourquoi? Parce que construire une politique de partenariat est un élément vraiment déterminant pour développer les partenariats, les alliances qui sont pertinentes pour le groupe. Et cette démarche repose sur 3 étapes. Donc la première étape, c'est bien entendu connaître et pouvoir exprimer nos attentes groupe, très clairement celle de l'action sociale du groupe Malakoff Humanis. Avant de commencer à réfléchir à mettre en place un partenariat, il est essentiel pour l'ensemble des collaborateurs qui œuvrent sur les territoires de se connaître. Il s'agit de faire le point sur notre identité, notre stratégie de développement, notre modèle économique, notre gouvernance et son organisation, nos risques et notre utilité sociale. Cela se traduit au niveau national via les orientations de l'action sociale et au niveau plus territorial via les diagnostics territoriaux. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Au niveau de la deuxième étape, on est sur une démarche d'établissement d'un bilan des partenariats existants. Donc cette démarche nous permet d'avoir une vision exhaustive et partager des actions menées dans chaque territoire. Cette démarche, elle nous permet également de vérifier que les partenariats qui sont mis en œuvre répondent bien aux enjeux de Malakoff Humanis et ou d'identifier le type de partenaire à prospecter. En fait, c'est un moyen d'anticiper et de construire des réponses pertinentes. Cette démarche nous permet aussi d'analyser nos pratiques et pouvoir les ajuster si besoin. Cela permet d'être en fait tout simplement dans l'amélioration continue. Et cette démarche, en somme, nous permet aussi de partager avec les autres équipes territoriales. Et là, je parle vraiment des 5 régions de l'action sociale, donc le Nord-Est, l'Île-de-France, le Sud-Est, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Donc, de partager les partenariats qui sont mis en œuvre dans une logique d'enrichissement mutuel et de capitalisation. La contribution à une politique partenariale plus globale. Parce que les fragilités des territoires sont différentes, que l'on se trouve à Marseille, à Metz, à Nantes, à Toulouse ou à Orléans. Et bien sûr, les acteurs qui composent le territoire sont également différents. Cette démarche nous permet vraiment de développer une posture proactive et non d'opportunisme de rencontre. Et pour réaliser donc cette étape de bilan, nous utilisons 3 outils, des cartographies qui sont complémentaires. La première cartographie des partenariats selon les axes d'engagement de l'action sociale. Et celle-là, cette cartographie nous permet de donner une vision vraiment globale, synthétique et partagée des actions menées sur l'ensemble du territoire. En un coup d'œil, cela nous permet de visualiser la diversité des partenariats en cours et dans quel axe prioritaire on va les retrouver. Aide aux aidants, perte d'autonomie, bien vieillir ou emploi. Donc le deuxième outil qu'on utilise, c'est la cartographie des partenariats en fonction des finalités prioritaires de l'action sociale. Et cette cartographie permet de préciser et de partager les finalités qui sont poursuivies par Malakoff Humanis et ainsi d'avoir une première analyse des partenariats selon une vision interne. Il s'agit de savoir en fait quelle est la première finalité du partenariat. Troisième outil, la cartographie en fonction de la typologie des partenariats. Donc la typologie des partenariats, Élodie Julien nous en a parlé en début du webinaire. Elle permet vraiment de compléter cette première analyse selon une vision externe. Et c'est l'occasion, en fait, de décentrer notre mode de raisonnement et de se poser la question des objectifs poursuivis par les partenaires et aussi leur posture par rapport à nous. Et on terminera par la troisième étape, qui est notamment de déterminer les objectifs et les orientations futures. Quels enrichissements on tire des partenariats qui sont mis en place? Quel type de partenariat privilégié? Quel type de partenariat renforcé, initié, voire abandonné? Vérifier qu'objectifs et types de partenariats sont cohérents avec la stratégie de l'action sociale Malakoff Humanis. En d'autres termes, comme je vous le disais, on essaye vraiment d'aller dans le sens où on va tirer les enseignements et ajuster notre démarche partenariale pour avoir plus de pertinence. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair et je trouve très intéressant de voir finalement le triple regard que vous indiquez, c'est-à-dire quel est le besoin du territoire, puisque d'un territoire à l'autre, finalement, ce n'est pas le même. Comment est-ce que finalement nous nous positionnons en fonction de nos propres enjeux, notre propre stratégie. Et vous avez rappelé que pour Malakoff Humanis, finalement, c'était les 2 faces de la même pièce que je rappelais, c'est-à-dire à la fois intérêt général et développement économique pour pouvoir poursuivre cette capacité à répondre aux enjeux d'intérêt général. Et puis le troisième point, finalement, comment ça rencontre les besoins et les envies d'autres partenaires
pour construire avec eux des solutions. Donc, c'était particulièrement éclairant d'avoir finalement votre mode opératoire pour pouvoir savoir comment concrètement vous mettez au plus près des besoins du territoire ces stratégies. Et je n'oublie pas que vous avez commencé par le diagnostic territorial, c'est-à-dire d'avoir une vision partagée en interne aussi des besoins de ce territoire et de qui vous étiez sur ce territoire par rapport à cela. Merci beaucoup parce que on a eu finalement tout au long de ce webinaire qui va s'achever dans un instant, on a eu la capacité de voir quel était ce besoin d'alliance finalement, pourquoi faire alliance, cette réalité d'alliance que nous a rappelé Élodie Julien, comment l'infrastructure publique nous permet aujourd'hui de pouvoir passer à l'action à très grande échelle avec la création de la NCT, quel peut être le rôle de fondation territoriale pour pouvoir défricher d'une part et donner des outils sécurisants pour tous d'autre part pour entreprendre au service de l'intérêt général sur le territoire, et puis enfin comment une entreprise peut professionnellement finalement conjuguer son engagement territorial et sa propre performance. Tout ça nous a donné un fil conducteur extrêmement fort qui nous emmènera jusque donc au 8 juillet prochain à la 16e rencontre des pionniers des alliances en territoire. Mais peut-être avant de conclure et en un mot, Élodie, qu'est-ce qu'on peut trouver d'ici le 8 juillet sur la plateforme l'innovation territoriale en action pour pouvoir le faire? Avant que vous ne répondiez à cette question, je voudrais juste dire que nous avons eu de nombreuses questions. Nous avons été très gourmands dans notre webinaire d'aujourd'hui. Et donc, pour ne pas trop retarder la fin du webinaire, je vous propose que nous prenions acte de ces questions et nous prendrons le temps d'y répondre par écrit et ça sera en lien avec, bien évidemment, le replay de ce webinaire, puisque comme tout webinaire, ce webinaire est bien évidemment visible en replay. Mais justement, au-delà de la réponse à ces questions, je pense que la plateforme Innovation Territoriale offre quelques outils. Élodie, quels sont-ils? Alors effectivement, très rapidement, la plateforme, vous le verrez, elle est entre guillemets découpée en 8 parties. Spécifiquement, ce qu'on appelle les 7 besoins des territoires qui finalement sont les parties, les composantes d'un projet d'innovation territoriale. Et donc, pour chacune de ces parties-là, vous allez avoir les documents de référence, vous allez avoir des outils de méthode, des illustrations, et puis d'autres outils pour agir, notamment d'être orienté vers des centres de ressources experts. L'année dernière, ces thématiques-là ont fait l'objet de nombreux webinaires, et comme le dit Charles Benoît, ces webinaires sont également consultables en replay, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous avez aussi un onglet qui traite des données territoriales, on en a un tout petit peu parlé en amont, mais l'Observatoire met à disposition chaque mois des rapports territoriaux régionaux, donc qui vous donnent à voir l'ensemble des fragilités, des besoins et des acteurs qui composent ce territoire et leurs pratiques de partenariat. Un onglet qui est dédié donc aux catalyseurs territoriaux avec évidemment une cartographie des métiers, celle qu'on vous a présentée tout à l'heure, mais aussi la carte interactive de là où ils sont localisés et puis une capitalisation de tous les travaux qu'on a pu mener avec eux depuis il y a 2 ans à peu près. Et en deux autres onglets, Alliance EODD. Donc là, l'objectif, c'était de vous mettre à disposition tout le programme qui est issu de la mission ministérielle sur accélérer les alliances. Donc vous avez l'ensemble des livrables qui sont à votre disposition dans cette partie-là. Et puis, notre enjeu aussi à moyen terme, c'est de construire avec Ville au Carré, qui est un catalyseur en Centre Val-de-Loire et Comité 21, un centre de ressources dédié à l'ODD 17 notamment. Et puis, un dernier point, c'est sur le Covid, évidemment, donc le contexte actuel. Je vous en parlais tout à l'heure, qu'on a le rameau avec la médiation des entreprises a mis en place une démarche collective et chaque semaine, dans ce cadre-là, on recense tous les besoins, tous les programmes d'action, que ce soit d'urgence ou de reprise, de relance, on les consolide dans un outil qui est évidemment consultable toutes les semaines et en open source. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à le consulter parce que ça peut être un outil qui pourra permettre d'accompagner notamment vos bénéficiaires associatifs dans la reprise de leurs activités. Et donc, voilà. Merci à tous, merci à nos 3 intervenants et puis nous vous donnons donc rendez-vous le 17 juillet prochain, toujours de 13h à
14 heures. Désolé, cette fois-ci, nous avons un peu débordé, mais c'était tellement riche que finalement, ça le méritait vraiment pour pouvoir aborder la question de la contribution des organisations sur le territoire. Nous aurons à cette occasion les résultats de l'étude du CJD sur le jouet collectif et la sortie de crise vue par les PME. Quelle est la place des territoires pour les PME pour justement enclencher la relance. Voilà, très bon courage à tous, prenez bien soin de vous et merci d'avoir regardé ce webinaire. À bientôt, au revoir.